et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV, VAR Azur TV. On va forcément reparler de cette défaite de l'Olympique de Marseille et même cette élimination en Coupe de Ligue. C'était hier soir à Monaco après une défaite 2-0. Il y aura également un 2-1. Eh oui, 2-1. On me fait signe qu'en fait il y a eu 2-1. Il est tellement contre Payet qu'il oublie son but, quoi. On parlera également de l'avant-match face à Lille. Ce sera samedi après-midi au stade Vélodrome. L'état d'urgence désormais pour l'Olympique de Marseille, ça sera un des débats de cette émission. Il y aura également Mourad Décrypte et les Paris FCM avec moi pour en parler. Vous les avez déjà entendus, ils ont déjà pris la parole. Bilal est là. Bonjour. Ça va Bilal? Free Couch for Fan. Ouais, ça va. Alors pour Free Couch for Fan, beaucoup de nouveautés avec l'intégration de la billetterie maintenant. Donc billetterie éthique pour les supporters. Le but c'est pas de se gaver sur le dos des supporters. Donc tous ceux qui vendent les billets, prix facial ou en dessous, ceux qui prêtent les abonnements pourront le faire sur l'appli. Pas de marge, pas de plus-value sur les billets. Les supporters ne sont pas des machines à cash. Sur la plateforme, on pourra désormais échanger, prêter les abonnements. Les billets pour ceux qui achètent en Ghané, ou pas que pour Marseille, mais pour les autres clubs aussi. Ils pourront les vendre à valeur faciale ou en dessous. Ça, c'est une bonne nouvelle pour. Ouais, ça c'est une bonne nouvelle. Je sais pas si le stade va être rempli à Marseille, mais. Mario Albano est avec nous de la Provence également. Tu m'as réveillé. Je sais. Mais remarque, bien rasé, tout. Toi qui restais à 2-0, ça c'est prouve vrai. que c'est hier soir, tu t'en Alors, parlons-en, parce que j'ai même failli arrêter moi en fait à 2-0. Et après je me suis dit, non mais en fait je travaille. J'ai une émission. Je travaille, je suis en train de travailler. C'est pareil, je voulais partir et puis bon. Et donc je peux pas le faire. Mais j'étais en train d'envoyer un message à Nico, j'ai dit, je crois que je vais aller me coucher, là, je suis fatigué. Tu peux démissionner. J'en ai marre. Mourad est avec nous également. Et voilà. Et après à chaque fois il me dit oh moi je travaille trop, je travaille tellement plus que vous et tout. Le mec il veut aller se coucher. Non mais j'en avais marre, il se passait rien. Bon allez, on va en parler tout de suite. Juste un mot, vous sortez à la Provence un supplément bientôt hors série. La semaine prochaine, sur les 120 ans de l'OM. Voilà, ça va être donc bien. c'est jeudi, c'est ça qui sera. Le 8 novembre, enfin bon, vous pouvez acheter le 9, le 10, le 11, à Noël, dans 6 mois. Ce qui s'est passé en 1940, en 1970 ne changera pas. Normalement, ça bouge plus. Voilà. Enfin, c'est comme le livre qui est derrière moi sur les grands buteurs de Exactement. Voilà. Tiens, prends-le, Mourad, montre-le un peu. C'est pas obsolète. C'est pas obsolète. Voilà. Et donc, il y a toujours des fêtes de Noël. C'est hors série de la Provence. Voilà, je vous le conseille d'autant plus qu'il n'est pas cher. Et que c'est une histoire à garder, puisque c'est toute l'histoire du club. Depuis 1899, et on fera un truc. Il y a même, aux surprises, une photo d'Arthur Rimbaud. Oh. Je vous laisse la surprise. Ah ouais. Très bien, c'est parfait. Et on y parle de Jeanne Calment. Eh ben, on en parlera, on fera une petite émission, un petit focus là-dessus avec Mourad. Avec grand plaisir. Voilà, et puis on peut continuer à donc conseiller le livre qui est excellent de Mario sur les grands buteurs de l'OM. C'est un beau cadeau pour Noël. Allez, on passe tout de suite à l'avant-match. Non, pardon, on l'a décidément, j'y suis pas. C'est le décrassage. Je veux l'oublier, moi. Je veux l'évacuer ce match. C'est le décrassage. Monaco OM 2-1. Allez, l'Olympique de Marseille est éliminé de la Coupe de la Ligue. Voilà, c'était un objectif pourtant du club. C'était affiché, c'était annoncé par Villas-Boas, un objectif qui s'envole. Messieurs, c'est le décrassage, c'est l'analyse à froid. Qu'est-ce que tu retiens, Bilal, après quelques heures de sommeil, de cette prestation des Marseillais? Allez. Mes mots sont durs, seront peut-être forts, mais pour moi, l'OM est mort. Je vous le dis. J'ai vraiment. Non, mais je le dis fort. C'est pas l'OM, c'est le projet. L'OM, champion de projet, mais notre OM actuel, pour moi, est mort. Est mort de l'intérieur depuis un petit moment déjà. Mais là, peu importe les entraîneurs, peu importe les changements, c'est le même constat. Donc là, aujourd'hui, pour moi, on a un public et rien d'autre. C'est aussi dur, toi, quand tu regardes la prestation. Enfin, après, là, on juge aussi un match. Non, je juge sur le long terme, à l'heure actuelle où on en est depuis. Non, mais ce match a prouvé d'abord qu'il était inutile de viser comme ça a été fait après le match de Paris sur qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, il fallait jouer à 5 derrière. C'est pareil. Comme j'ai titré ce matin, autre schéma, mêmes erreurs. Vous pouvez jouer à 12 derrière. Si un défenseur central marque son attaquant
en restant derrière lui, au lieu de se mettre entre lui et le but, vous pouvez faire ce que vous voulez et il y aura toujours des buts. Donc, là, le premier truc, c'est ça. C'est que l'OM n'a pas des joueurs d'un niveau suffisant, mais comme ça a été le cas à une certaine période, là, août-septembre, quand ils ont aligné 3 victoires consécutives, où il y avait Nice, Saint-Étienne, Monaco, c'était pas Amiens, Dijon et Metz. Il y avait tout le monde, sauf Thauvin. Bon, pour le moment, Thauvin, ça reste une inconnue, puisque dans cette équipe-là, avec Vespoas, on n'a pas encore vu. Mais il y avait tout le monde, donc Alvaro, Benedetto, dans une forme ascendante, Payet. Là, vous vous rendez compte que dès qu'il manque des joueurs, il y a une équipe, et puis derrière, il n'y a pas un effectif suffisant. Quand tout le monde est là, il y en a certains qui sont interchangeables. Rongier, Sanson, Lopez, selon les matchs, il y en a un qui est bon, l'autre qui est moins bon. Mais il faut qu'il y ait Alvaro, Mandanda, Payet, Benedetto, que tout soit à leur meilleur niveau. Et à ce moment-là, l'OM peut espérer éventuellement terminer dans les 5 premiers. Mais sinon, le niveau n'est pas suffisant pour viser plus haut. Mourad, qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette nouvelle déconvenue de l'OM? Pour continuer un peu sur l'analyse de mes deux camarades, moi j'ai un peu peur au niveau de l'élan, puisque Mario, quand tu parles des 3 victoires consécutives, on avait aussi l'impression qu'il y avait un nouvel élan à l'Olympique de Marseille. Alvaro, il avait vraiment envie d'être sur le terrain, Benedetto, il avait envie de prouver, Payet, il avait peut-être aussi envie de faire des choses, on sentait qu'il y avait un élan, on sentait quelque chose, que ces joueurs-là allaient dans un sens. Et là, j'ai un peu peur, ça c'est le truc dont j'avais peur, parce que Paris, moi ce match, il m'a gonflé, c'est bon, il me gonfle avant, toute la semaine c'est un enfer, toute la semaine avant, après c'est un enfer. Bon, vous m'avez suffisamment entendu, je suis désolé d'avoir beaucoup parlé de l'enfer de ce match, mais en fait j'ai peur par contre. Voilà, ce dont j'ai peur surtout, c'est que ça brisait l'élan, et j'ai un peu peur que ça le fasse, que ça l'ait fait. Mourad, l'élan il a été brisé avant. Oui, l'élan il était brisé avant par les blessures, etc. Tu sors de, mais par les absences, de 3 nuls, une défaite. Voilà, une petite victoire. L'élan il était déjà bien entamé, mais là j'ai peur quand tu vois ce match, quand tu vois l'envie des joueurs sur le terrain, quand tu vois leur état d'esprit, ce que raconte Villas-Boas, etc. J'ai peur que l'élan se soit complètement brisé, et que donc ce petit supplément que tu peux avoir, ce qu'on appelle souvent supplément d'âme que tu peux avoir parce que tes joueurs ont envie d'aller quelque part, ton coach a envie d'aller quelque part, j'ai un peu peur qu'ils soient en voie de disparition. Donc il faut faire attention. Moi, c'est ça que je retiens de ce match, c'est que l'élan semble brisé. Le fait du match, messieurs, est-ce qu'il y a un fait de match qui vous a... la blessure de Fabregas, changement total. Ah oui, ça a changé. On est passé de Fabregas, qui est assez proche du niveau de Strootman en termes d'investissement pour les clubs comme Monaco, comme l'OM. Je pense que c'est le même EHPAD. C'est exactement ça. Et ce changement-là a changé totalement la physionomie, parce qu'on avait quand même pas trop mal démarré le match, mais quand une équipe en face joue à 10... Enfin, pas trop mal. En fait, les deux équipes étaient à ce moment-là dans un rythme très lent, où il ne se passait pas grand-chose. Un rythme Fabregas-Strootman. Un rythme Fabregas-Strootman. On ne peut pas attendre plus quand il n'y a pas de changement de rythme dans une équipe. Donc, Tu as un autre fait de match, Mario? Le premier but. Le premier but, parce que tant que c'est 0-0, on peut y croire. À 1-0, on voit que c'est la répétition du but encaissé à Paris. Et donc à partir de là, on se dit que ça va mal se passer. Mourad? Moi, je pense que j'irai avec Bilal sur la sortie de Fabregas, qui a changé beaucoup de choses dans 2 équipes apathiques. Golovin a quand même beaucoup changé. Après, on pourrait parler de l'occasion du petit Ake, mais ce serait un peu être indulgent avec les Marseillais. Enfin, je pense que, pour en revenir à Golovin, qui était une arme sur le banc, comme Ben Yedder était une arme sur le banc, si l'OM avait mené 2-0, Jardim m'aurait fait entrer Ben Yedder et Golovin. Donc, à la limite, on savait qu'il y avait des bombes à retardement. Le problème, c'est que celle-là, elle a éclaté trop tôt, quoi. Golovin, il a fait du mal à Strootman, le pauvre. Man and merguez of the match. Alors, on commence par man of the match. Mourad.
Côté Marseille, bien sûr, hein, on ne regarde que les Olympiens. Bon, après, il faut toujours être très précautionneux avec les jeunes. Mais on va dire que s'il y a un joueur de l'OM qu'on a envie un petit peu de féliciter ce matin, c'est Marley Ake, qui a été mobile, qui avait envie, qui n'a pas tremblé lorsqu'on lui a passé le ballon dans les pieds. C'est pas Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, mais c'est prometteur et on se dit pourquoi pas après son entrée aussi, c'était contre qui à Strasbourg aussi, à Paris, il a failli marquer. Strasbourg, il doit provoquer un carton rouge, bon, il n'y a pas le rouge, etc. Mais ce petit, il me semble pas, le ballon ne semble pas lui brûler les pieds, c'est déjà pas mal. Et en plus, il est volontaire, etc. Il est assez rapide, donc voilà quoi. Après, il faut faire attention, il ne faut surtout pas s'enflammer. Les jeunes, il ne faut surtout pas s'enflammer sur eux. Est-ce que vous avez un autre man of the match à proposer, messieurs J'en ai un avis. C'est tellement rare. Tu me l'as enlevé de la bouche. C'est tellement rare. C'est vrai? Ouais. Mais moi, je l'ai vu quand même très très brouillon, Jordan, à ma vie, dans cette moi, je l'ai vu volontaire, monter, essayer de tenter des grands ponts. Mais techniquement encore très compliqué. Il met la première frappe de l'OM, il la met au-dessus, mais enfin, il vient, il était très tranchant dans ses appels, ses débordements. Il a profité du jeu long de Payet. Le fait de jouer techniquement, balle au pied, avec d'avoir un troisième défenseur central derrière lui, il avait un petit peu moins de terrain couvert derrière lui, il avait moins cette obsession du marquage. Il s'est livré généreusement. Il a fait des centres, et puis après à 4, il a quand même été bon aussi. Non, vraiment, je le trouvais très bon. Le problème, c'est que déjà, j'avais trouvé bon contre Reims et à Nantes. Après, quand l'OM gagne, il n'est pas bon. Donc, voilà, ça n'incite pas l'optimisme. Et après, quand même, il y a quand même débat sur le premier but où Aguilar, il le laisse centrer, il est bien en retard. Et le problème, c'est que défendre, c'est pas son truc, à ma vie. Pour un défenseur, c'est gênant. C'est gênant, ouais. Alors, tu restes là-dessus, toi aussi, sur alors, ma vie. Merguez of the match. Ah, là, c'est toi qui commence. Après, on va dire que je m'acharne, mais je peux avoir deux merguez ou pas? Tu peux. Strootman et Germain. Strootman et Germain. Ah ouais. Pour moi, ils n'apportent rien les deux et au contraire, ils sont le symbole même de l'apathie de l'équipe de l'OM depuis, pour moi, de très longs moments. Pourtant, Strootman, c'est censé être un joueur de caractère. Ouais, non, mais le caractère, si t'as pas le talent et si t'as pas le coffre physique et si t'as plus les jambes, le caractère, c'est comme Evra, il avait du caractère, c'est bien de parler dans les vestiaires. Mais si t'es pas sur le terrain, c'est toujours compliqué quand tu joues au ballon, que t'as quelqu'un qui te donne des conseils, mais qui lui n'est pas capable de les appliquer parce qu'il a plus le physique qui tient. Donc t'as du mal à l'écouter, même si t'es un jeune, t'as du mal à te dire que Cyril me donne des bons conseils, mais aujourd'hui sur le terrain, tu es l'ombre de ton histoire et de toi-même. Donc il porte un fardeau qui est vraiment très lourd pour lui, je pense aussi, parce que c'est un professionnel en plus. Un fardeau ou un magot? Non. Il traîne un magot aussi, qui est très lourd. C'est très très lourd. Et je trouve que c'est vraiment le symbole exact de nos difficultés actuelles, le manque de vitesse, de changement de rythme de ces deux joueurs. D'autres merguez à signaler? Moi, je m'insurge contre le terme merguez. Ah, c'est vrai. Voilà, tu as le droit. Voilà, comme quand des gens... C'est bon, plus la merguez. Mais voilà, comme des gens parfois disent c'est de la daube, c'est excellent. C'est bon la daube. Non, je suis pas d'accord sur... Bon, ça dépend, tu les achètes les merguez, il y en a certains. Oui, mais alors c'est vrai qu'il y a des merguez avariées. On vient d'en parler, bon, il y en a qui ont passé la date de péremption. Alors, ton moins bon joueur de cette équipe hier soir? Pour moi, étant donné qu'il est responsable du premier but, comme il était responsable du premier but à Paris, c'est Bouba Camara. Et actuellement, on se dit quand Alvaro va revenir, voilà, alors Tchaleta Tsar va ressortir. Pour le moment, je pense que c'est Camara qui devrait sortir. Et pourtant, il a, à mon sens, effectivement, le potentiel qu'on lui prête. Mais il a besoin d'avoir à côté de lui un joueur d'expérience pour l'aider dans son placement. Son placement sur le but, hier, il est aberrant. Il est derrière Augustin. Comme à Paris, il laisse Icardi lui tourner autour. C'est honteux quand même parce qu'il explique qu'il a entendu un bruit derrière lui. Il a entendu l'est, c'est pas bruit, il a entendu l'est derrière. C'est une feinte de... C'est arrivé il y a 30 ans à Lilian Thuram. Il s'est fait feinter par Calderaro, qui était quand même pas une fois avec Guilès. Donc si Camara devient Thuram, bon, mais... Attention, Calderaro, l'homme des retournés. Tu as une autre merguez très très vite parce qu'il y a d'autres... J'aimerais enchaîner sur d'autres.
votre thème sur ce décrassage. Kevin Strootman, c'est vrai que moi j'ai essayé de le défendre aussi pendant un moment, etc. Mais là, en fait, on a un assez gros sample pour voir vraiment ce qu'il peut donner. Maintenant, on connaît ses qualités, on sait ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut pas faire. Malheureusement, ce qu'il peut faire, c'est très réduit. Tout ce qu'il peut pas faire, c'est énorme. Et c'est fatigant. Il y a un ami sur Twitter, Chief Roca, qui l'appelait The Walking Dutchman. C'est parce qu'il y avait The Flying Dutchman. Là, c'est The Walking. Le mec qui marche sur le terrain. Le sinking aussi. J'ai appelé l'Hollandais stagnant aussi parce qu'il bouge pas. Le mec, il bouge pas. Il est là. Quand il va au pressing, il va tout doucement. Dès qu'il y a un appel dans son dos, il est en retard. Il est pas capable de couper une attaque. Il est capable de pas grand chose. Et encore, comme il y a du bruit dans les stades, on n'entend pas quand ça grince. Alors messieurs, pour terminer ce décrassage, j'aimerais vous entendre aussi sur l'attitude des joueurs qui a été beaucoup critiquée, jugée aussi par les observateurs, les supporters. Mario, tu as été toi aussi, ça t'a marqué toi ce manque d'investissement, ce manque d'intensité des joueurs sur la pelouse. C'est tout le match qui manquait d'intensité, parce qu'en face, c'était pas des aigles non plus. Et d'ailleurs, l'OM a perdu, c'est logique, c'est évident, mais ils auraient fort bien pu égaliser, cet externe de Radonjic. Non, mais bon, ça aurait été miraculeux par rapport à ce qui a été montré sur la pelouse. Oui, mais bon, ça arrive, les hold-up. Oui, ça arrive. S'ils auraient pu et se qualifier au tir au but, on en tirerait d'autres conséquences. Le match aurait été aussi ennuyeux. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il y a un manque de rythme général. Mais comment tu le conçois, ça? Parce que c'est quand même dans... peut-être plus ces derniers temps, mais c'est quand même dans l'ADN de ce club d'avoir des joueurs qui se dépouillent un peu plus, qui se battent, qui mettent de l'engagement. La dernière équipe qui a été championne de France avec Didier Deschamps, avait quand même des joueurs sur le terrain qui montraient physiquement quelque chose. Pas toujours d'accord, mais au moins physiquement, il y avait du contact, il y avait des duels remportés, il y avait des joueurs. Et il y avait surtout de la qualité. C'est bien beau. Mais pas que. Bien sûr, mais. On en parlait avant l'émission avec Bilal. C'est une voiture formidable, à 4 roues, elle a un volant. Mais qui court et qui se bat, je suis désolé, c'est pas une qualité. C'est simplement... C'est le minimum. C'est le minimum. Donc en 2010, Heinze ou Diawara, c'était pas seulement des bourrins qui se bagarraient. C'était des joueurs de ballon. Et le problème est là. Le problème, c'est un problème de qualité de joueurs, de niveau. Il y a certains joueurs qui sont là, qui il y a quelques années avec Mitchell ou avec Passy étaient remplaçants. Sarr, Kawi. Alors je veux bien que des joueurs progressent, mais bon, c'est quand même la preuve que. Puis il y en a, l'OM n'arrive pas à se débarrasser, ils sont toujours là. Donc je veux dire, c'est qu'il y a quand même un manque de qualité. Et encore heureusement qu'il y a Mandanda. Et d'ailleurs, si on reparle de l'attitude, même Mandanda, je l'ai senti désespéré sur le deuxième but. Bilal, énervé. Et même plus. Alors énervé peut-être sur le premier, mais sur le deuxième, il m'a fait presque une mimique de l'année dernière. Ouais, mais ça n'influe en rien négativement sur sa. Ah non, voilà. Non, donc, pas du tout. Mais l'important est-ce que lui ressent pas aussi ça que il y a pas lui qui se bougeait vraiment pour revenir au top. Oui, il doit être frustré. Voilà, cette frustration de pas voir ça chez ses coéquipiers. Bien. Mais après, vous avez tous joué au ballon, vous êtes footballeur, quand vous enchaînez les contre-performances, mentalement, ça devient très compliqué. Quand le dimanche, tu prends 4-0 contre ton ennemi, entre guillemets, reconnu depuis des années, et que la semaine qui suit, contre Monaco, qui était au fond du trou il y a quelques semaines en arrière, où vous en avez tapé 4 chez eux, quand même à Monaco, te mène 2-0, Mandanda, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette équipe ? Alors je suis le capitaine, j'essaye de les motiver, mais tu entends à chaque fois la même phrase, comme a dit Payet à la fin, on met du temps à démarrer les matchs. Il faut arrêter avec ça. Il faut démarrer fort, mais tu sens que faut le démarrer. Mais tu sens qu'ils n'ont pas. Sur ça, tu sens qu'ils n'ont pas l'agressivité au démarrage. Après, c'est un discours, franchement, c'est un peu fatigant. C'est vraiment. C'est même plus de la langue de bois. On l'entend à Lyon, à Lille. Oui, parce qu'on n'a rien entendu. Sur qu'Hassan Ouassar Gracia, ils doivent aussi utiliser ce truc. Donc Mourad.
Attention, ma compagne est née à Sanois. Justement, en Ligue 2, il y a pas très ça fait rebondir sur une autre thématique. Est-ce qu'on n'est pas en train de revoir les vieux démons aussi du côté de peut-être de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui parle à chaque fois de bonnes mi-temps de son équipe, de bonnes deuxième mi-temps. Alors moi, je les ai pas vus les bonnes mi-temps, mais et aussi des changements tactiques un peu hasardeux, enfin, en tout cas qui fonctionnent pas. Est-ce que lui aussi va pas se perdre comme un certain Rudy Garcia? L'entraîneur, il faut quand même bien avoir en tête qu'il ne parle pas pour nous. Il parle pour les joueurs. Donc quand à Paris, il souligne la seconde mi-temps admirable de son équipe, il ne va pas les humilier, les mettre plus bas que terre, alors qu'ils sont déjà naturellement humiliés. Donc il cherche déjà à les tirer un petit peu, tirer un peu la tête hors de l'eau, pour les valoriser un peu. D'ailleurs, à ce point, qu'il avait qualifié à ma vie de héros à Paris. Donc, mais il nous avait habitué à un discours plus honnête et plus... mais quand ça va bien, c'est facile. Et il l'a dit lui-même, il a dit... celui qui arrive, c'est frais, tout le monde dit celui qui est parti, on lui met tous les péchés sur la tête. Et il a raison, il est lucide. Après, quand il parle, il n'est pas à confesse, hein. Il n'y a pas de sérum de vérité. Il essaie de parler aussi pour ses joueurs, même si entre ce qu'il dit en externe et ce qu'il dit en interne, il y a peut-être un décalage. Peut-être que quand il a dit Paris, c'est un match qui ne compte pas, à ses joueurs, il leur a peut-être dit il faut leur marcher dessus. On ne sait pas, hein. Je veux dire, mais je suis pas... Moi, je me fie pas à ce que disent les joueurs ou les entraîneurs avant ou après un match. Parce qu'il y a quand même une bonne dose de dissimulation, de mensonges, de tactique, donc je suis pas... Morad ? Par contre, on peut... juger que sur le terrain, là, ce qu'il a fait ces 2 derniers matchs, c'est un peu bancal, je trouve. Ce qu'il a demandé à ses joueurs à faire, de jouer en bloc médian, comme on dit. Donc, il y avait des espaces partout à Paris. Et là, il joue en 3-5-2. Alors, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu rire parce que ça m'a rappelé... C'était un peu la spéciale de Garcia ces premières années. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Sandrini arrière-gauche, Jordan Amavi, ailier gauche aussi, avec le 6-1. Le 6-1, c'était ça, quoi. Donc, il y avait... Tu te dis... À Monaco, voilà, c'était la spéciale de Garcia de faire des compos, des tactiques un peu ubuesques. Comme Bielsa, par exemple, quand il a mis André Ayou, arrière gauche. Ne le lance pas, s'il te plaît, sur Marcelo Bielsa. Non, mais il n'avait pris que l'OM n'avait pris que 5. Hein. Mais j'en avais mis 3. S'il te plaît, ne le lance pas sur Garcia. On va donc passer. Mais ça prouve que l'entraîneur, c'est pas un entraîneur à poigne, ça on le savait au départ. Non, mais par contre. Non, mais il n'a jamais eu un effectif aussi faible de sa carrière. Je pense aussi. Oui, mais enfin, Garcia, il va faire un nul 0-0 au parc avec une toute autre tactique. On parle de Bielsa. Bielsa, il avait Romao, Morel, Fanny. Il y en avait aucun de ces mecs-là qui étaient des foudres de guerre. On ne peut pas lancer ce débat-là maintenant, c'est pas possible. Non, mais sans revenir sur Bielsa, donc Villas-Boas, jusqu'ici, moi je trouvais que c'était cohérent ce qu'il faisait. Avec le peu de matériel qu'il avait, c'était cohérent. Là, c'est vrai que c'est un peu inquiétant parce que entre son discours et ce qu'on voit sur le terrain, tu dis ah bah oui, non, là c'est plus cohérent parce que même si tu perds à Monaco et que tu joues comme tu l'as fait en seconde période, il n'y avait pas l'élan retrouvé. Ça, parce que l'élan, moi je pense que c'est important aussi. Il n'y avait pas d'élan, il y avait toujours ce matériel limité, mais au moins c'était cohérent. Sauf que là, sur face au même problème que Garcia. La première mi-temps à Monaco, qualité des joueurs, manque d'investissement. Non, mais la première mi-temps à Monaco et le match à Paris, c'était pas cohérent, tu comprenais pas ce que le coach avait demandé à ses joueurs, et ça c'est un peu inquiétant, je trouve. D'un dauphin, t'en fais pas un requin, et on passe au Paris FCM. Allez messieurs, c'est les Paris FCM avec notre partenaire Unibet. Comme chaque semaine, on commence avec le Paris Sécure et on a décidé de renouer avec la victoire, nous aussi, avec un Paris Sécure qui passe tout le temps quasiment avec l'Olympique de Marseille. C'est le fameux... Les 2 équipes marquent. Les 2 équipes marquent avec une cote à 1,70. Bilal, il est sûr celui-là, non ? Mettez la maison dessus. Non, mettez pas la maison quand même. L'OM qui prend quand même pas mal de buts en ce moment. Des buts à tous les matchs. Mais va falloir quand même retour de Benedetto. Tu le sens comment toi ? Bon, on va en parler du match plus en profondeur. Il me propose de parler après. Vas-y. Ça te paraît cohérent, les 2 équipes qui marquent sur ce match ? Oui.
Oui. Voilà, c'est cohérent. C'est pour ça que ça s'appelle le pari sécure. On passe au Sécure, c'est qui Sécure? On passe au pari fou. Le pari fou concerne toujours l'Olympique de Marseille, messieurs. À Cannes Sécure. Et là, Le pari à Cannes Sécure. voilà. Et là, le pari fou, c'est une victoire. On aurait pu mettre celui-ci, mais on a choisi une victoire de l'Olympique de Marseille 2-0. Clean sheet, 2-0, une victoire tranchante de l'Olympique de Marseille. Vous y croyez ou pas? Moi, je crois à tout. C'est vrai, tu peux t'arriver dans le football. Hein. Sauf à la Vierge Marie, mais je crois. Il y a un petit truc qui peut peut-être jouer en la faveur de l'OM là-dessus, c'est que Lille est mauvaise équipe à l'extérieur. Donc pourquoi pas après. Et la cote est vachement intéressante, elle est à 9,5. Donc, oui, mais bon, voilà, c'est le pari fou. Le combiné concerne toujours les concurrents de l'Olympique de Marseille pour les places européennes. Donc, ce week-end... Jean-Claude Civil, oui, de Marseille Marc. Donc là, on parle ce week-end de Toulouse-Lyon. On a sélectionné une victoire de Lyon à Toulouse. La cote, elle est 1,82. Bordeaux-Nantes, on a sélectionné un match nul avec une cote de 3,10. Et puis, AS Saint-Étienne-Monaco, match nul également, avec une cote de 3,50. Alors, le combiné total est chez Unibet, donc à 19,75, c'est la cote boostée totale sur ces 3 matchs-là. Que vous inspirent ces matchs des concurrents d'Olympique de Marseille ce week-end, notamment le Toulouse-Lyon, parce que Lyon va venir le week-end d'après à Marseille. Tu le vois comment, toi? Quelques cartons rouges. Ce serait bien, ouais. Il y a déjà Touzard qui sera suspendu à Marseille. C'est vrai? Donc oui, c'est vrai. Ouais. Après, C'est Sakal qui est suspendu aussi chez nous. après ça, c'est pas forcément positif que tout ça soit suspendu. Ah si, quand même. Ouais. Mais voilà, quelques cartons rouges, des blessures. Non, mais c'est vrai. En plus, il va jouer contre l'équipe de Camboiré qui a un discours. C'est frappé. Non, mais cette Ligue 1 est folle, donc le dernier peut battre le deuxième et le troisième, donc c'est du suicide. Par contre, Saint-Étienne-Monaco, moi j'aurais peut-être vu la victoire monégasque. La victoire monégasque à Saint-Étienne? Parce que Saint-Étienne a eu beaucoup de chance sur ses 2 premiers matchs, ils ont gagné 2 matchs mais bon, voilà, très chanceux. Là aussi, nouvel entraîneur. Et puis Monaco a perdu Fabregas. Et puis contre Amiens, Saint-Étienne devait perdre, ils s'en sortent très bien à domicile, ils devaient perdre contre Amiens, ils s'en sortent très très bien avec ce match nul. Et donc, si Monaco récupère le meilleur attaquant de Ligue 1, en tout cas, c'est des matchs qui peuvent être intéressants pour l'Olympique de Marseille. Voilà, maintenant on se base là-dessus. Plutôt que de gagner nos matchs, on attend que les autres équipes les perdent. C'est comme ça qu'on reste dans le ventre mou. Allez, on passe tout de suite à Mourad Décrypte, mais on va se dire au revoir, messieurs, sur VAR Azur TV. On va rester sur Football Club de Marseille. Va dans une crypte? Ouais. Vous restez avec nous sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille. C'est Mourad Décrypte et c'est le gros débat qui arrive. Et si l'on parlait du fameux projet immobilier de McCourt à Marseille, ces dernières semaines, entre la baisse de moyens alloués au projet sportif et l'accumulation d'informations confirmant les velléités immobilières de l'Olympique de Marseille sous pavillon US, on a vu fleurir une affirmation erronée. De toute manière, McCourt, il s'en fout du sportif, il n'est venu que pour l'immobilier. Alors oui, en effet, l'Américain avait dès le départ d'autres idées derrière la tête, mais qui ça surprend? Ceux qui connaissent un minimum ce milieu savent très bien qu'en tant que propriétaire de club, on ne gagne pas d'argent dans le foot, surtout si l'on se refuse au trading de joueurs. Autre hypothèse peu crédible, celle d'un McCourt qui serait soudainement tombé amoureux du football, du soccer et de la ville de Marseille, parce que oui, vous savez, le fighting spirit irlandais, ça vous déclenche quelque chose. On tombe sur un investisseur passionné, je peux vous le dire, fasciné par le football européen, qui l'a regardé depuis maintenant plusieurs années, et qui est un Irlandais affichant un fighting spirit assez impressionnant. Donc, se donner les moyens de gagner, je peux vous dire que ça va être très haut dans sa liste de priorités. Tout ça, c'était de toute manière du storytelling pour dissiper les éventuels doutes du supporter devant la com pyromane de l'OM Champions Project. À mon avis, McCourt, soit il veut acquérir le stade Vélodrome ou en tout cas être titulaire des droits d'exploitation du stade, soit effectivement c'est par le biais de sa carte de visite de président de l'OM qu'il va souhaiter s'ouvrir les portes du milieu marseillais. Alors, cette citation, elle date de juillet 2017 et c'était Christophe Le
Petit, économiste au CDES Limoges, qu'il avait faite à Football Club de Marseille, juillet 2017. On voit que depuis l'exploitation du stade Vélodrome, c'est fait. Quant à s'ouvrir les portes du milieu marseillais avec sa carte de visite de président de l'Olympique de Marseille, je vous conseille la lecture du dernier dossier de Football Club de Marseille sur le sujet pour constater que c'est très bien avancé. Mais sincèrement, quel supporter de l'OM s'agénait que Franck McCourt fasse de l'immobilier si les résultats étaient au rendez-vous sur le terrain? Ce raisonnement, c'était également celui des décideurs locaux, donc politiques et économiques de la région, qui ne voyaient aucun problème à se rapprocher de Franck McCourt. Et donc ce charme qu'a opéré Jacques-Henri Hérault, sans doute pour des projets immobiliers pour le futur de l'Olympique de Marseille et de Franck McCourt, a superbement bien fonctionné avec un OM Champions Project qui arrivait, qui était prometteur, qui allait en finale de l'Europa League. Mais maintenant, avec des résultats qui s'essoufflent, on commence à voir des politiques qui se posent certaines questions, comme Bruno Gilles par exemple sur notre plateau. Que M. McCourt, il ait demain des envies d'investir sur un projet du Parc Chanot, je veux dire super. Mais avant tout, je vais être un peu affectif. Avant tout, les gars, vous êtes là pour l'OM. Hein. Donc faites-nous rêver. Et après, ça crée peut-être des conditions favorables à d'autres discussions. Et voilà pourquoi on ne peut pas dire que Franck McCourt s'en fout du sportif. Avec un projet qui titube sur le terrain, ce sont ses envies hors terrain qui titubent également. Même si son focus était sur l'immobilier, sur le Parc Chanot par exemple, il avait besoin d'être crédible sur le terrain pour pouvoir enclencher la seconde sur ces projets-là. Il a mis l'argent, il a mis les hommes en place pour réussir, ce sont eux qui se sont plantés. Si ça ne s'arrange pas sur le terrain, on ne donne pas bien cher de ce qu'il va se passer hors terrain également pour Francky. Voilà, c'était Mourad Décrypte et on passe tout de suite au gros débat. Et le gros débat, c'est aussi cet avant-match de l'Olympique de Marseille qui reçoit Lille, le Lille de Christophe Galtier qui était déjà venu s'imposer l'année dernière au stade Vélodrome. Messieurs, question simple, si l'OM ne se ressaisit pas, notamment dans l'investissement, dans la mentalité et puis dans plein d'autres choses qui ont manqué sur ces derniers matchs, est-ce que l'OM a une chance de battre ce Lille ? Oui, on a quand même une chance de battre ce Lille, sachant qu'on récupère. J'espère qu'Alvaro sera de retour, moi, personnellement. Ils annoncent un temps assez pluvieux, en plus, pour samedi. Ah non, on ne peut pas rester sérieux avec Mario à côté. Benedetto qui revient, Lille à l'extérieur qui sont pas top. Après, dans l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui, une défaite au Vélodrome, un samedi après-midi, je pense que le stade va être plein parce que c'est les vacances. Donc les touristes seront présents. Ça risque de gronder très très fort par contre. Il y a la sono maintenant. Ah oui, c'est vrai. Il y a la sono, mais ça sent très mauvais ce match. Mario, comment tu sens ce match ? Ça va être compliqué quand même. Hein. Ça va être compliqué parce que Bilal le disait tout à l'heure, hein, que quand on perd, le moral en prend un coup. Et Villas-Boas a eu beau trouver admirable ses joueurs en deuxième mi-temps à Monaco, à Paris. La deuxième mi-temps à Monaco a été quand même un petit peu plus correcte que la première, mais bon, vu que même à 17h30, on ne peut pas commencer par la deuxième mi-temps. C'est pas possible. Il faudra jouer la première. Et donc, là, ils ont intérêt à mettre le réveil, quoi. Non, mais même si le niveau affiché en première mi-temps est celui de la seconde mi-temps à Monaco, ça suffit. Non, mais de toute façon, après, un match se joue à deux. Si les Lillois mettent aussi du rythme, je pense que les Olympiens sont capables. Ce qu'on leur a vu faire contre Montpellier, par exemple, qui pour moi est le meilleur match. Bien sûr, c'est le meilleur match. S'ils l'ont fait une fois, c'est qu'ils sont capables de le refaire. Mais il y avait Alvaro, avant qu'il ne se blesse. Payet était quand même sur la continuité de ses premiers matchs, en bonne forme physique, Benedetto, et il y avait la confiance. Et là, le problème, c'est que la confiance est perdue. Donc, il faut cette fois
qui mettent le réveil. Est-ce qu'il ne faut pas des choix forts aussi de l'entraîneur sur ce match? Oui, mais après, Bilal, il en a pas 140 des joueurs. Exemple, un joueur comme Strootman sur le banc. Alors justement, je te coupe parce que tu penses que vraiment ça, on en parle juste après. Ça, on en parlera juste après. Mourad, sur l'attitude des joueurs, sur le fait de se relancer sur ce match, qu'est-ce que tu pas t'attends? grand chose à dire. Il faut créer un électrochoc pour qu'il y ait un nouvel élan, un enthousiasme et quelque chose. Et c'est faisable parce que Lille n'a pris que 2 points en 5 matchs à l'extérieur. C'est l'avant-dernière équipe à l'extérieur en Ligue 1. Donc, par contre, ils cartonnent à domicile. Ils ont encore cartonné Bordeaux 3-0. Donc, il y a quelque chose à faire. Par contre, il y a aussi du talent devant. Et puis, faudrait pas lancer leur saison à l'extérieur au Vélodrome. Donc, il faut retrouver un enthousiasme. Il faut retrouver quelque chose. Et on va espérer, on va espérer. Après, ce qu'on attend, c'est que ce match soit un électrochoc pour relancer la saison marseillaise. Alors, on parle du coup, l'électrochoc. Est-ce que ça passe par des changements dans le 11 de départ, des gros changements, des changements majeurs pour toi, Mario? Et le problème, c'est un problème de choix. Il n'y a pas un choix énorme. Alors, moi, je veux bien sortir Strootman, faire jouer Rongier, Sanson. Il n'y en a aucun au-dessus de l'autre. Non. Strootman peut-être en dessous. Mais parce que ces changements-là, on les a déjà fait d'un match à l'autre. C'est déjà arrivé. On a mis un coup Sanson, un coup Strootman, un coup Lopez, un coup Lopez, un coup Sanson, un coup Strootman. Mourad soulignait le fait que là, Villas-Boas, ça semblait perdre un peu de cohérence en changeant plusieurs fois de système. Alors on se dit, s'il passait en 4-2-3-1 avec Payet en numéro 10, mais on voit que quel que soit le système, ce qui compte, ce sont les performances individuelles des joueurs, l'investissement défensif, le culot offensif, incarné en première mi-temps par le petit Haké. Mais bon, les choix forts me paraissent tout naturels. C'est le retour de Benedetto et, comme disait Bilal, on l'espère aussi, celui d'Alvaro. Ce sont même pas des choix de Villas-Boas, c'est récupérer ce qui le rapproche de la meilleure équipe possible de l'OM. Ce ne sera pas le cas contre Lyon puisqu'il manquera Sakai. Ce ne sera pas le cas. Cette équipe-là, il l'aura jamais tout au long de la saison. On voit comment ça se passe. Voilà, donc tu es condamné en fait à chaque fois. Les choix forts, c'est de pouvoir récupérer les meilleurs joueurs. Le retour de Payet, quand même, ça a apporté un petit peu plus de créativité. Même je ne pense pas que ça suffit, moi. En fait, je suis assez d'accord sur le fait qu'il a un matériel donc très très limité, mais il faut qu'il bricole avec ce matériel, parce que le gros problème de l'Olympique de Marseille, c'est que il y a personne pour gérer le milieu de terrain, en fait, pour gérer les espaces au milieu de terrain. Il y a personne qui a un volume de jeu suffisant pour faire des courses, pour faire quelque chose. Donc il faut qu'il invente quelque chose. Donc c'est pas facile, c'est pas un truc. Et on dit pas souvent du bien de Garcia ici, mais Garcia, il l'a un peu fait avec Bounassar quand il l'a fait passer en arrière droit. À ce moment-là aussi, il y avait aussi des limites. Il y a des coachs qui bricolent des trucs, et il faut inventer quelque chose, parce qu'au milieu de terrain, face à la vitesse des Lillois, face à ce qu'on appelle les fameuses transitions. Donc il faut encore inventer quelque chose contre Lille, mais c'est ce qu'on reprochait à Garcia toute la saison dernière. Non, il faut pas. Je te dis qu'il faut inventer quelque chose par rapport au matériel. Le 4-3-3, je pense que c'est le système qui sied le plus à cet effectif, avec Payet à gauche, n'en déplaise à certains. Mais il faut qu'on réussisse à avoir quelqu'un qui endigue les vagues adverses. À chaque fois qu'il y a un contre, qu'il y a une de ces fameuses transitions, mais on se fait éclater, quoi. Il y a des espaces de partout, et il y a personne qui peut couvrir, qui peut courir. Donc est-ce que Rongier peut se transformer un petit peu? Est-ce qu'on peut lui demander de multiplier les courses, de rester dans un registre défensif, de multiplier les courses, de colmater? Je sais pas si c'est faisable, mais dans tous les cas, vu que tu as vendu Luis Gustavo, qui même lui avait eu du mal avec Garcia au tout début à faire ce rôle-là, ça souligne encore une fois l'incohérence du recrutement, quoi, parce qu'il te fallait un mec comme ça, quelqu'un qui puisse couvrir beaucoup de terrain et être intelligent tactiquement pour bien se placer. Bilal, quels autres changements tu ferais? Le choix fort, alors peut-être que je vais me faire taper dessus, il y en a qui vont hocher la tête, mais un joueur comme Radonjic, aujourd'hui, je sais que ça peut vous faire glacer, mais c'est le seul danger qu'on a sur les 5 ou 6 derniers matchs, même s'il fait des choses où il n'arrive pas à conclure, finalement c'est le seul joueur qui a une qualité de vitesse qui peut te permettre de changer de rythme. Encore une fois, je vais m'acharner contre Germain. Ça se finit à chaque fois. Oui, mais je suis en train de te dire que tu peux créer un peu de rythme. Un mec comme Valère Germain aujourd'hui sur un couloir, tu ne peux pas le faire jouer sur un couloir et te permettre de garder Radonjic sur un banc, alors que tu as Germain en ailier droit. Il
il a fait 5 c'est pour Mourad ça. Il a fait 5 accélérations hier. Sur les 5 accélérations, il y en a une qui a fini par une frappe et les 4 c'est soit une touche, soit un ballon, deux frappes. Soit un ballon perdu. Deux frappes Mais il tente. Germain ne tente rien. Germain fait une passe en retrait dès qu'il touche le ballon. Il y a deux. Non, justement, on vient de te dire qu'il y a 2 frappes. Il y a 2 frappes dangereuses. Dangereuses les frappes. Oui, il y en a. Oui. L'extérieur, il y a cette frappe là qui passe. Il y en a là qui tape dans le petit filet. Radonjic, je le trouve toujours meilleur quand il entre en jeu. Oui, c'est donc. Le problème, c'est qu'on n'a pas. Mais hier, effectivement, moi, je trouve que très souvent, il a un jeu stupide, parce qu'il en dribble un, il en dribble deux. Il attend toujours de percuter le troisième et de tomber avant de la donner. Mais il a quand même apporté du danger. C'est-à-dire que les autres font tellement rien à côté que quand ils n'ont pas les qualités. Non, mais ils n'ont pas les qualités physiques déjà. Il accélère. Non, mais il a contre Strasbourg, il a quand même mis un tir sur un montant. Donc, bon, après, peut-être qu'il faut le déclic, mais exactement. Moi, d'entrée, j'ai pas confiance parce que je trouve qu'il apporte beaucoup plus quand il entre en jeu. Mais c'est vrai que lui apporte un petit plus. Il apporte un petit plus. Alors, messieurs, pourquoi pas Ake? Oui, pourquoi pas? Pourquoi? Ce serait compliqué quand même de lancer face après, à Lille. Avec le retour de Benedetto, Ake prendrait la place de Valère Germain alors. Peut-être tenter un faux pied, Kaoui à droite, par exemple. Alors messieurs, parlons de Lille. Est-ce que on l'a dit un petit peu avant, Lille à l'extérieur, c'est pas trop ça. Par contre, Mourad, qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe de Lille qui est déjà au classement deuxième ou troisième. 18 points, 17 buts marqués, 11 buts encaissés. Troisième. C'est tout est dans les chiffres. En fait, ils cartonnent à domicile et ils sont mauvais à l'extérieur. Ils ont un buteur il y a des doutes sur sa participation, donc Osimhen. Donc apparemment, Christophe Galtier a dit qu'il allait attendre d'avoir une discussion avec lui pour savoir si lui pouvait participer à ça. Mais même sans Osimhen, ils ont quand même Loïc Rémy qui fait la maille. En fait, il est là, il fait le travail, il marque quelques buts. Ils ont toujours des gars qui vont assez vite parce qu'ils ont toujours Ikoné, Bamba qui est plus dans la réussite qu'il avait l'année dernière, et puis même Araujo, là, le Brésilien, qui est un joueur de complément mais qui va vite aussi. C'est une équipe qui va vite et qui est jeune et qui est un peu l'opposé de l'Olympique de Marseille, quoi. Mais par contre, ils ont aussi les défauts de la jeunesse, c'est-à-dire qu'à l'extérieur ils piétinent. Ils ont perdu à Toulouse. J'ai regardé le multiplex de Ligue 1. Je vais être très triste quand ils vont arrêter le multiplex de Ligue 1, c'est ma tradition du samedi soir. Et donc, ils se sont fait balader quand même à Toulouse. Bon, après Toulouse, il y avait eu l'électrochoc Camboiré, etc. Mais à l'extérieur, ils se sont fait balader par Camboiré. Et ils reçoivent Bordeaux juste derrière, Bordeaux qui fait un bon début de saison, et les ont baladés. Donc, il y a vraiment deux Lille. Donc, il faut pas les lancer à l'extérieur au Vélodrome. Mais c'est une équipe qui va vite et qui a beaucoup de potentiel offensif. Le mot est lâché, potentiel offensif. Ouais. Pour le moment, ils n'ont pas exprimé à l'extérieur, mais s'ils sont capables de le faire à domicile, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas capables de le faire dehors. Donc, si en plus les Olympiens jouent avec le trouillomètre à 0, ça va être un petit peu compliqué. Mais je vais revenir sur un petit détail, c'est Osimhen. Quand on voit Osimhen et Benedetto, ces types-là, ils sont surgis de nulle part. Il y a 2 ans, quand l'OM cherchait un grand attaquant, on parlait de Jovetic, on parlait de Giroud, on parlait d'Aboubacar. Les grands décideurs de l'OM, là, Zubizarreta par exemple, Benedetto ou Osimhen, ils ne savaient pas qui c'était. Donc ça fait peur quand même. L'OM a pris Mitroglou et on se dit, mais Benedetto, il ne connaissait pas. C'est Osimhen. C'était un bon plan mercato sur Football Club de Marseille. Personne aurait pu le trouver. Voilà, comme à une époque, quand l'OM est allé chercher Mandanda ou Valbuena, mais d'où ils sortent cela? Parfois, il faut avoir le flair et pas se contenter de sortir le carnet de chèques. Alors messieurs, une défaite ou une contre-performance de l'Olympique de Marseille face à Lille, est-ce que vous pensez que ça peut aussi jouer sur la cote de popularité de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas? Est-ce que ça peut un peu définitivement l'épuiser, cette cote de popularité, parce que jusqu'à présent, lui, il était presque intouchable, et on sent petit à petit... qu'est-ce que tu en penses, toi, Bilal?
Et je pense qu'il a déjà grillé un joker. Il a grillé un joker, non pas sur le score à Paris, mais sur la communication qu'il y a eu avant, pendant et après. Donc il a grillé son premier joker. Il aura toujours l'excuse du passif Garcia. Donc il n'a pas réellement... Les 3 joueurs qu'il a pu choisir sont des bons joueurs. Ouais. Même si Rongier, finalement, c'était peut-être pas ce dont on avait le plus besoin. Mais c'est pas lui Rongier, hein, c'était le... Oui, mais il a validé en disant il a quand même un potentiel. Moi je trouve que c'est un excellent joueur. Mais il a quand même grillé un premier joker. Et au soir de Lyon, tu peux te retrouver barragiste. Barragiste d'où? De quoi? C'était la blague Ligue des Champions ou T'es pas très loin. Hein. T'es pas très loin du bas. Je disais ça moi d'avant le match contre Strasbourg. Exactement. Parce que Mario, tu peux très vite te retrouver. Et là, c'est plus la même chose. Ça peut se compliquer même pour Villas-Boas s'il y a défaite contre Lille. Ça peut se compliquer pour n'importe quel entraîneur, n'importe où, quand il accumule les défaites. Hein. Il y a une certaine mensuétude à l'égard de Villas-Boas, dû au fait qu'il avait un effectif très réduit, dû au fait qu'il passait après Rudy Garcia, et dû au fait qu'il avait une excellente communication qui était une certaine bouffée d'air frais, parce qu'il disait des choses, etc., notamment pendant le mercato, il n'a jamais pris les gens pour des cons, il a été clair, etc. Donc il y avait cette certaine mensuétude-là qui commence un peu à disparaître, à s'effacer, parce que si sur le terrain, même parce que sur le terrain, si il y avait la patience, tu disais ok, il essaie de construire quelque chose, ça peut peut-être être pas mal, tout ça, il y avait un peu d'enthousiasme, mais là, s'il n'y a plus d'enthousiasme, si sa communication est mauvaise en dehors et si les résultats sont mauvais, forcément ça va devenir dur pour lui. Et... Ce qui est marrant, c'est que habituellement, dans tous les clubs, l'entraîneur, c'est un peu le fusible. Les présidents, directeurs sportifs, bon, bah c'est la faute de l'entraîneur. Et là, la chance de Villas-Boas, c'est qu'il a un fusible au-dessus qui est héros. C'est lui qui est détesté. Il en a même 2, parce que Bizarreta... Oui, mais on entend direction d'émission, on entend des insultes envers le président. Donc il a cette chance pour lui, c'est que pour les supporters, le responsable, c'est le président. Ça n'est pas encore l'entraîneur. Après, oui, parce qu'il aura toujours... Le public, quand même, a conscience que sur les 200 millions apportés par McCourt, il y en a quand même beaucoup qui ont été dépensés n'importe comment. Donc, et que Villas-Boas, effectivement, qu'on critique tel ou tel aspect de son métier ou pas, il a un effectif réduit. Donc, je pense que il perd contre Lille, il perd contre Lyon, il sera quand même en première ligne. Mais il a toujours le bouclier. En fait, est-ce qu'il n'a pas raison là, Mario? Est-ce que dans ce scénario catastrophe pour l'OM, tu perds contre Lille, tu perds contre Lyon, ça peut exploser, mais si ça explose, ça explosera plus dans la direction d'Hérault que dans la direction de Villas-Boas. En fait, ce sera aussi la fin d'une illusion. Je ne sais plus quel chroniqueur sur quelle radio ou télé a dit la semaine dernière, Villas-Boas revitalise un projet tué par Hérault et Garcia. Bon, en fait, s'il perd contre ces matchs-là, ce sera juste la fin de cet espoir, ou comment dire, de ce concept. Tu dirais, non, il n'a pas revitalisé, le projet il est toujours au même niveau et il n'a pas pu relancer la machine. Ce sera la fin de l'espoir Villas-Boas. Ce sera ça, parce que l'illusion, ce serait trop dur de dire illusion à ce moment-là, parce que si ça tourne bien, moi je suis persuadé que si tu fais même nul contre Lille, ça va être une semaine difficile, ça va pas être la semaine la plus facile derrière, mais si tu bats le Lyon de Garcia, c'est surtout ça en fait. Il va y avoir quelque chose, ça peut redonner un élan. Un élan qui serait d'autant plus important qu'après il y a un calendrier un petit peu moins compliqué. Même si l'OM a gâché ces opportunités contre Dijon et Amiens, qui avaient toujours été des victoires jusqu'à présent, et qui là n'ont pas rapporté de points, parce que si l'OM avait, comme d'habitude, gagné à Amiens et à Dijon, il serait beaucoup plus haut au classement. Donc une victoire contre Lyon par exemple, et même un nul contre Lille, ou l'inverse, ça peut redonner un élan, et après l'OM devra prendre des points obligatoires contre Toulouse, contre Brest. Mais j'ai envie de vous dire, moi, même s'il y a 2 défaites, on va regarder le classement. Ça n'arrêtera pas de tourner. On va regarder le classement et on se dira,
On est qu'à 3 points de Lyon, en fait. Moi, je fais vraiment alors, partie des gens qui ne pourquoi on regardent jamais le classement parce que c'est le terrain qui répond et non pas le classement parce que le classement, c'est une photographie que tu as à un instant T qui est totalement fausse. Avec Garcia, fut d'un temps, je sais pas où on faisait que ça. On L'année disait, dernière, on faisait que ça. on gagne tel match, on reviendra à 3 points, etc. Puis pire avec Mitchell, je sais pas si tu te souviens, on a passé toute la saison à dire oui, mais on est à 3 points de la Ligue des Champions, à 3 points de la relégation. On a fini à 3 points de la réponse, c'est relégation. le terrain. Et si sur le terrain, tu n'arrives pas à enchaîner des performances. Peut-être qu'en janvier, il y aura eu le Playoff Project. Le Playoff Project, c'est pour ça que quand j'ai démarré, j'ai dit l'OM est mort. Ce que je veux dire, c'est le club, il n'est pas mort. Il a 120 ans et en plus, Mario va nous le décrire la semaine prochaine. Mais l'OM tel qu'il a été vu par sa nouvelle direction est totalement mort aujourd'hui. OM Champions Project est mort, c'est ça que tu dis. C'est ça le truc, c'est qu'on se dit, ok, Villas-Boas peut peut-être revitaliser ce fameux projet. Mais si là, lui n'a jamais prétendu de faire des champions. Non, mais parce qu'on y a cru un petit peu à ce truc d'aller chercher la Ligue des Champions avec ce coach, l'enthousiasme, tout ça. Mais si tu perds contre Lille et Lyon, tu vas te dire, mais non, en fait, on est toujours au même endroit, on est toujours au même niveau. Et voilà, on va être dans ton état d'esprit, Bilal. Et nous allons tous redevenir des supporters du PSG en souhaitant qu'ils gagnent 2 coupes et que la 5e place c'est de pire en pire là. Parce que le principal responsable de l'absence de l'OM sur la scène européenne cette année, c'est le PSG. Complot. C'est le PSG. Et les Bretons. Bon, allez, pour terminer. Et Rennes. Voilà. Pour terminer cette émission, j'aimerais qu'on fasse une petite aparté sur un joueur qui a quitté l'Olympique de Marseille cet été et qui aurait peut-être fait du bien à l'OM. On a beaucoup parlé d'attitude, d'engagement sur le terrain, de motivation. C'est Lucas Ocampos. Ah oui, je croyais que j'allais dire Adil Rami. J'ai pas eu le temps. Lucas Ocampos qui en plus flambe à Séville, qui a été sélectionné aussi, qui marque aussi des buts avec sa sélection. C'est peut-être aussi une petite erreur, ça demande de s'être séparé d'un joueur comme ça. Non, Mario ? Est-ce que tu avais le choix en fait ? Est-ce que tu choisis qui tu vends ? Margarita Project is back. Non, mais quand tu vois les joueurs, si tu gères bien le club, l'huissier arrive à la maison, il te dit je prends ça, ça et ça, tu dis oui monsieur. Ouais, on en a été là, c'est ça. Un an de contrat. Un an de contrat. Forcément, après, on a entendu beaucoup de choses. Si on en est là, ça veut dire qu'on a de quoi s'inquiéter sérieusement ce que dit Villas-Boas pour le prochain mercato de l'Olympique de Marseille. Parce que là, les huissiers vont venir. Allez, Camara, 15 millions. Morgui Sanson, 5 millions. Ça va être ça alors. Ouais, on n'en est pas loin. C'est une possibilité. Hein. Et moi, ma plus grande crainte, c'est Florian Thauvin. Je le dis pratiquement à chaque émission. Florian Thauvin, il arrive à fin de contrat, c'est 2021. S'il est blessé les 3/4 de la saison, ça va être compliqué, non, Mario, dans l'état des finances actuelles, de lui prolonger son bail. Tu crains pas peut-être une... Moi, je crains rien. Tu crains rien ? Non. Mais non, mais il y a des dossiers comme ça qui sont assez lourds pour l'avenir du club. De santé de Florian Thauvin. Non, je dramatise pas. Non, mais je me dis... S'il reprend en janvier, il a quand même... allez, en mars, avril, mai, il a 3 mois pour flamber. Non, bien sûr, mais est-ce que l'OM, ce que je dis, c'est est-ce que l'OM aura on parle de l'état financier. Tu me dis les huissiers viennent saisir tout ce qu'il y a à saisir. L'OM ne pourra peut-être pas lui proposer une prolongation de contrat à hauteur de ses exigences financières. Alors après, ça va dépendre aussi de sa visibilité. S'il joue 2 mois et qu'il est moyen, il n'y aura peut-être pas grand monde. Qu'il brille ou pas, si tu le prolonges pas, l'année d'après, il part gratuit. Hein. Ah oui, bien sûr. Après, ce qui est bien, c'est que cette année, il y aura Certi qui va partir gratuit. Allez, on est sauvés. Terminons sur ça. Merci. Note d'espoir. Merci Mourad. Merci Mario. On rappelle les 120 ans du club. Ça sera la semaine prochaine. Je reviendrai. Tu reviendras. On en parlera ici. Et puis, Bilal, Free Coach for Fan. Ouais. Bientôt sur la plateforme, on pourra échanger et prendre des billets. Et prendre des billets. C'est formidable. C'est formidable. Vous soyez à Dunkerque. À Charleville, vous voulez voir... Non, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, 30 ans, ça semblait un truc totalement impossible, quoi. Et là, maintenant, grâce à des... Et en plus, il y a encore un autre Marseillais, donc on passe un petit big up à Stadium Go, qui a lancé du covoiturage entre supporters. Donc ça veut dire que là, vraiment... On aura la totale. Donc les supporters sont créatifs, on ne peut pas le dire l'inverse. Et moins les joueurs. Et c'est bon pour l'empreinte carbone, s'il faut du coco. Exactement.
Allez, voilà des notes positives pour terminer cette émission. Prochain débat foot Marseille, ce sera lundi prochain, 17h30. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.